Dès le week-end prochain, les équipes de Formule 2 vont se retrouver pour effectuer les premiers tests hivernaux. C'est donc l'occasion de revoir pourquoi ces formules de promotion existent et surtout quel problème il peut en émerger. Alors, mise en avant de talent ou gros jouet pour gosses de riches? La Formule 2 est une catégorie à l'origine qui faisait courir les voitures de cylindrée inférieure à celle de la F1. En effet, la F1 est une course à la technologie et donc la F2 était une catégorie plus simple et moins chère. Bref, à la base, c'était une différenciation purement technique. Puis naturellement, c'est devenu une catégorie espoir, passage obligé pour tous les pilotes rêvant d'accéder à la F1. Et même mieux, certains pilotes de F1 venaient courir en F2 pendant les mêmes week-ends de course. Et par conséquent, ils venaient aussi mettre leur réputation en jeu face à des jeunes loups. Et oui, les écarts de matériel étaient beaucoup moins importants qu'en F1. Imaginez à quel point ce serait cool de voir Hamilton, Vettel et d'autres cadors venir rouler en F2 après leur qualification pour venir botter les fesses des jeunes petits loups. Ou d'ailleurs l'inverse. On aurait un aperçu plus concret du niveau des jeunes, mais aussi des pilotes de F1 entre eux à matériel égal. C'était monnaie courante jusque dans les années 70 où les pilotes ont commencé à se spécialiser dans une catégorie. Bah oui, dans ces années, il y avait de plus en plus de pilotes qui voulaient devenir pro, donc du coup de plus en plus de concurrence et donc les écarts de niveau se resserraient. Les marques en recherche de visibilité n'hésitaient pas à coller leur logo sur une voiture de course du fait que le sport auto attirait du monde sur les circuits. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la Formule E, c'était la publicité de l'époque. C'était spectaculaire, les hommes bravaient le danger de mort permanent au volant de cercueils roulants. Et du fait de cette dangerosité évidente du sport automobile, on ne laissait pas n'importe qui s'y aventurer et surtout pas les enfants ou les adolescents. Les pilotes étaient en moyenne plus vieux que maintenant du fait qu'il fallait le permis de conduire et que encore à cette époque, les parents tenaient fermement leurs enfants vis-à-vis de leur éducation. Être pilote de course, ce n'était pas un vrai métier, mais plus considéré comme un cirque très dangereux. Certains pilotes se sont d'ailleurs débrouillés tout seuls à l'instar de Niki Lauda par exemple. Cela n'empêchait pas d'avoir des écoles de pilotage pour former ceux qui le voulaient, mais surtout ceux qui avaient réussi à avoir suffisamment d'argent. Le violoncelle, par exemple, était une formule de promotion, une école de pilotage qui permettait d'offrir aux vainqueurs une saison complète en Formule 3. Et d'ailleurs, François Sever, René Arnoux ou plus récemment Anthony Beltoise en furent lauréats. Au final, cette académie permettait d'encadrer les jeunes et de les former pour devenir pilotes de course. Sauf qu'aujourd'hui, surprise, le monde a changé. L'évolution technologique, notamment en matière d'automobile et de course, a grandement évolué et a explosé les coûts. Et forcément, cela s'est répercuté dans les catégories inférieures. Les écoles de pilotage ont aussi disparu du fait des coûts qui devenaient de plus en plus élevés et les pilotes se sont spécialisés dans une catégorie et de plus en plus jeunes pour tenter de devenir meilleurs le plus rapidement possible. Pour Max Verstappen, son parcours a été tracé dès sa naissance. Tu seras champion du monde de F1, point barre. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, presque une destinée. Alors qu'avant, devenir pilote était encore un choix que l'on pouvait faire une fois l'adolescence passée. Ce n'est ni bien ni mauvais, c'est juste différent. Une équipe de F2 a besoin de beaucoup plus d'argent qu'on ne le pense pour pouvoir fonctionner. Certes, 10 fois moins qu'en F1 et pour moins de courses. Mais la structure et l'organisation d'une équipe restent similaires. Il faut payer un simulateur qui coûte environ une centaine de milliers d'euros, sans compter les pistes laser scannées à plus de 40 000 euros l'unité. Il faut des mécaniciens compétents, des ingénieurs de piste, sans compter les frais de déplacement, les frais d'inscription, les départements marketing, mais aussi les coachs physiques, mental, nutritionnistes. En fait, si vous voulez rouler en F2, il vous faut un budget de 3 millions d'euros. Cela varie en fonction des équipes à quelques milliers d'euros près, mais vous avez une idée de ce que cela donne. Pour la F3, il faut compter 1 million d'euros pour une saison complète dans une bonne écurie. Et pour la F4, si jamais vous êtes un petit peu ric-rac cette année-là, il faut compter aux environs de 500 000 euros pour faire une bonne saison de F4. Une équipe de sport automobile exécute ce qu'un team de F1 fait avec 10 fois moins de moyens grosso modo. Et il faut de l'argent pour payer les factures. Et c'est pas seulement en gagnant le championnat qu'elles arrivent à tout payer, bien au contraire. Les sponsors représentent encore une source de revenus qui est majoritaire dans le fonctionnement d'une équipe. Et c'est là qu'interviennent ce que l'on appelle les pilotes payant. L'argent est devenu le nerf de la guerre, permettant de gommer les lacunes d'un pilote ou de le faire progresser de plus en plus rapidement par rapport à ceux qui n'ont pas de moyens. Bah oui, tout le monde n'a pas un père qui achète une F1 et loue un circuit pour te faire rouler et te faire progresser. Même si le talent sans argent n'a jamais suffi, aujourd'hui le talent est presque devenu facultatif. Et cela crée des écarts de niveau qui peuvent devenir dangereux une fois en piste. Mais dans ce monde envers et contre tout, le talent subsiste quand même. Même si le talent est devenu particulièrement complexe à trouver, quelques belles pépites arrivent là où elles méritent d'être. Gasly, Leclerc, Verstappen pour ne citer que par exemple. Et ces jeunes-là, on les doit à ceux qui a pris la relève des écoles de pilotage, les filières des grandes écuries de F1. Red Bull le précurseur, Ferrari le suiveur, Mercedes qui peine à suivre et d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la filière Red Bull a bien marché, il fut un temps, et aujourd'hui se retrouve bouchée. Bah oui, 15 talents pour 2 voitures en F1, à un moment donné, ça coince. Ferrari a eu beaucoup de mal aussi, et Bianchi était promis à un bel avenir en rouge. Avec Charles Leclerc et maintenant
Mick Schumacher, ça risque de mettre beaucoup plus de pression sur Giovinazzi. Et Mercedes a déjà chié dans la colle pour son premier vrai poulain. Il a été investi un certain montant qui doit se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros, sûrement pour la carrière d'Esteban Ocon, pour au final le mettre sur le banc pendant un an. Cela est d'ailleurs arrivé à un autre champion du monde, même double champion du monde, puisque Alonso, avant d'arriver chez Renault, a fait une année entre guillemets sabbatique dans un simulateur. Reculer pour mieux sauter, on va dire. Qu'adviendra-t-il du coup de Russell? Et pareil pour McLaren qui, hormis Lewis Hamilton découvert par Ron Dennis, a complètement foiré les éclosions de leur talent. Mais d'autres arrivent. Et après les pilotes payants, on a les fils d'eux. Schumacher, allez-y, Rosberg, il fut un temps tout comme il. C'est très difficile de rentrer dans ce milieu du sport automobile où il vous faut soit de l'argent, soit un nom. Donc oui, le sport auto est en crise. Les pilotes commencent peut-être trop jeunes, manque de maturité qui ne s'acquiert qu'avec l'âge généralement. L'argent gomme ce qui faisait les caractéristiques d'un bon pilote de course et les moyens d'accéder au sport le plus cher du monde n'est pas pour toutes les bourses. Jacques Villeneuve et Patrick Lemarrier ont lancé Feed Racing, qui est une école de pilotage basée sur la recherche de talent. Mais encore une fois, il faut avoir un certain compte en banque pour avoir une chance d'y accéder. 11 500 € net, c'est pas vraiment à la portée de toutes les bourses, surtout pour un adolescent de 16 ans. Ah oui, si vous avez 18 ans et que vous n'avez toujours pas posé les fesses dans une F3, vous commencez déjà à être presque trop vieux. Mais finalement, quand on sait qu'une saison de Formule 4 dans une bonne équipe coûte 500 000 € et que le pilote est vraiment bon, trouver 11 500 € reste tout à fait possible pour au moins tenter l'aventure Feed Racing. Et ça évite de dépenser un pognon monstre pour finalement faire 18e au classement sur la seule saison que vous pouvez vous payer. On voit le marché du sim racing et des simulations grandir à échelle grand V, mais ces talents sont pas encore assez pris au sérieux. C'est vrai qu'un geek dans sa chambre est loin d'un mec qui sort des pôles à la Lewis Hamilton, et pourtant, on a vu Enzo Bonito tenir tête à voiture égale à Di Grassi et Ryan Hunter à la Race of Champions. Peut-être que le sim racing sera l'avenir des formules de promotion, ou du moins en partie. Mais sans argent, le sport auto n'existerait plus depuis bien longtemps. Et tant qu'il y aura de riches parents prêts à payer 3 millions d'euros pour que leur fils roule en F2, ces équipes pourront continuer d'exister, de payer leurs mécanos et de nous offrir quand même du spectacle sur un circuit. C'est tout à fait critiquable, mais on n'est pas dans le monde des bisounours où tout le monde mérite sa place. Il faut de tout pour faire un monde, des riches sans talent, mais aussi des talents sans argent. Le sport automobile coûte trop cher par rapport à ce qu'il rapporte de manière générale. J'en termine avec ce cours d'économie pour vous dire qu'on parlera de Mick Schumacher la semaine prochaine et que l'on fera le tour des rookies et des revenants en F1 pour apprendre à mieux les connaître avant le lancement de la nouvelle saison qui s'annonce particulièrement intéressante. Ciao ciao!